des maladies des abeilles, et donc comment les identifier, les prévenir. On va en fait vous donner un peu les clés pour une gestion efficace du coup au rucher. Et c'est un webinaire du coup qu'on coporte à deux FRGDS, du coup la FRGDS Pays de la Loire, dont je suis le coordinateur, donc Alexandre Calins. Et puis Lucien, je te laisse te présenter. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Lucien Huet, je suis TSA, donc technicien sanitaire apicole, et également animateur pour la section apicole régionale de Normandie. Super, merci beaucoup Lucien. Donc on va vous présenter ce webinaire à deux voix. Donc, en ce qui concerne notre sommaire, vous allez voir, il y a certaines maladies qu'on ne va pas aborder, notamment du coup les loques, que ce soit la loque européenne ou américaine, le parasite Aetina tumida et également le parasite Tropila elaps. Donc, on ne les aborde pas dans ce webinaire tout simplement parce qu'ils vont recevoir des webinaires dédiés. C'est des sujets qui sont assez conséquents. Donc là, vous voyez par exemple, on vous a mis un petit Save the Date. On aura un webinaire Tropila Labs en fait qui va être porté par GDS France. Donc normalement, ça se fera le jeudi 10 juillet de 8h30 à 10h. Les horaires peuvent encore potentiellement changer, donc on vous retiendra au courant. Mais du coup, bah, il y a déjà ce webinaire Tropila Labs qui est bien prévu. Donc si je me reconcentre sur notre petit sommaire à nous, on va voir du coup les différentes maladies, que ce soit au travers des parasites. Donc, on va voir Acarapis woodi. On va parler bien évidemment de Varroa destructor. On va parler également de Nosema apis et Serranae, puisque dans la bibliographie, en fait, c'est c'est considéré comme un parasite. C'est pour ça qu'on l'a mis ici. Ensuite, en maladie virale, on va parler du coup de celles qui sont directement liées au varroa, donc les virus qui sont vectés. Et ensuite, on va parler des autres virus qui sont pas forcément directement liés au varroa, mais qui sont favorisés par le stress que celui-ci peut occasionner. Ensuite, on va faire un petit point sur les maladies fongiques. Donc là, vraiment, on va se concentrer exclusivement sur l'ascosphéros. C'est ce que je vous disais, on ne va pas forcément aborder les loques dans ce webinaire. Et ensuite, on va faire un petit point d'ouverture sur les parasites secondaires, donc une petite ouverture sur la fausse teigne. Et puis, on conclura ce webinaire. Et comme je vous le disais, à la fin, on reviendra sur vos questions. Vous allez voir qu'on va pas mal se répéter dans ce webinaire, puisque en termes de prophylaxie, finalement, c'est souvent les mêmes gestes qui reviennent. Donc, on s'en excuse d'avance s'il y a si parfois c'est un peu redondant. Lucien, n'hésite pas à me dire si à chaque fois les diapos se diffusent bien, parce que le fait qu'on soit pas mal, des fois, il y a un petit décalage entre les deux. Donc, je te laisse me dire à chaque fois si les diapos sont bien passés. Donc là, c'est bon, on est sur Introduction aux santé des colonies. Ok, super, bah, merci beaucoup. Donc, tout simplement, en fait, dans vos colonies, au global, il y a en fait présence naturelle des diverses pathogènes dont on va parler aujourd'hui. Donc, en fait, les divers virus, champignons ou parasites sont souvent présents dans vos colonies, mais pour autant, en fait, souvent, c'est sous forme asymptomatique tant que la colonie, en fait, est bien équilibrée. Donc, c'est vraiment le déséquilibre de votre colonie qui va favoriser l'apparition de la maladie. Et ce déséquilibre, en fait, il peut venir de plusieurs facteurs. Il peut venir du stress, de la malnutrition ou d'infestations parasitaires, justement, telles que Varroa, Aetina tumida, qui n'est pas encore présent sur notre territoire, euh, ou d'autres parasites. Ce déséquilibre peut activer du coup les pathogènes, et c'est là en fait qu'on va voir apparaître les fameux symptômes cliniques. Donc les objectifs concrets en fait de cette présentation, ça va être de vous permettre en fait d'identifier les principaux pathogènes, les principaux bioagresseurs. Ça va être également de comprendre les effets que ces derniers ont sur vos colonies, et ensuite tout simplement vous permettre de poser des bases en fait d'une prévention raisonnée
et vous permettent en fait tout simplement d'agir si vous détectez ces problématiques sur vos colonies. Du coup, Lucien, je te laisse directement la parole pour Acarapis woody. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter l'acarien Acarapis woody. Donc, le type, donc c'est bien un acarien qui atteint les abeilles adultes, donc les trois castes, que ce soit les mâles, les ouvrières ou les reines. Les symptômes qui vont apparaître donc liés à l'infestation d'Acarapis woody, c'est des abeilles aux ailes asymétriques, des diarrhées sur le corps de la ruche et les cadres, des abeilles traînantes ou mortes devant les ruches et l'abdomen gonflé. Les conséquences d'une infestation importante peuvent mener à l'effondrement total de la colonie. Voilà, donc ça c'est pour la première partie générale. Les causes favorisantes de l'apparition de cet acarien, c'est des durées d'hivernage longs, des climats humides et chauds, la promiscuité des abeilles qui favorise la transmission en fait des parasites d'une abeille à l'autre, et puis l'absence de traitement ou l'inefficacité des traitements. La propagation du parasite se fait entre colonies par la dérive des abeilles d'une ruche à l'autre et ainsi que par le pillage des ruches qui se sont effondrées et donc le pillage par des colonies saines ou qui viennent donc se faire parasiter. L'échange fréquent de cadres entre colonies parasitées et non parasitées ou les transhumances. Au sein de la colonie, le déplacement des acariens se fait donc d'une abeille à l'autre. Et la reproduction de cet acarien se fait dans les trachées de l'abeille, donc dans la première paire de trachées. L'acarien, en gros, perce la trachée de l'abeille pour venir prélever l'hémolymphe et se reproduit donc dans cette trachée respiratoire jusqu'à l'obstruer et à causer la mort de l'abeille. Voilà pour la partie propagation. Et enfin, le dernier slide, s'il te plaît, Alexandre. Ça met un peu de temps, tu vois, à Ah charger. oui, d'accord, ok. Donc la conduite à tenir pour ce qui est de la prophylaxie, c'est bien sûr donc il y a une histoire de variabilité génétique quant à la sensibilité à cette maladie. Pour la petite anecdote, en fait, la maladie a été identifiée sur l'île de White au début enfin milieu du XXe siècle. Et il y avait de fortes mortalités donc sur cette île, ce qui a poussé le frère Adam à commencer à sélectionner une abeille qui serait plus hygiénique et résistante à cet acarien. Voilà, la Buckfast est apparue en fait suite à des infestations par cet acarien au départ. Limiter les dérives et les pillages, donc distancer ces colonies, les orienter de différentes façons et les marquer de différentes couleurs, comme on peut le voir sur la petite image de droite, donc des colonies de différentes couleurs un petit peu distancées. Là, elles ne sont pas dans différentes directions. Et puis, bien sûr, l'achat de colonies, s'assurer du bon état sanitaire des colonies qu'on achète de façon générale. En cas d'affectation, il faut contacter l'OMA ou son GDS. Des analyses labo sont indispensables pour diagnostiquer la maladie, notamment parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui peuvent se confondre avec d'autres maladies. Les traces de diarrhée, les ailes en croix, etc., les abeilles paralysées, enfin traînantes, peuvent faire penser déjà à d'autres maladies. Donc, un diagnostic différentiel est indispensable. Et aujourd'hui, aucun traitement n'est existant concernant cet acarien. Cependant, l'acarien, il faut quand même le dire, on commence par celui-là, mais il a quasiment disparu des ruchers français. Donc, vous alarmez pas quant à cet acarien si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est normal. En fait, il a quasiment disparu avec l'introduction de varroa et des traitements acaricides. Aujourd'hui, on a eu des signalements dans certaines régions d'un cas ou deux, mais voilà, c'est quasiment disparu. Donc, il subsisterait, mais à l'état vraiment très mineur, quoi, hein, de ce qu'on sait. Je compte sur toi à chaque fois pour me dire si la diapo suivante passe bien, du coup, Lucien. Ouais, c'est bon, là, tu es sur le diapo varroa destructor. Ouais, super.
Donc, je vais reprendre la main pour cette partie. Donc, Varroa, vous avez l'habitude d'en entendre parler, mais bon, c'est indispensable à chaque fois de faire des rappels. Donc là, en fait, on va voir l'aspect parasite de Varroa. Vous allez voir qu'on va voir également des symptômes. Pour autant, après, derrière, on va parler de virus spécifiquement, donc vectés par Varroa. Donc, on reviendra finalement sur certains symptômes. Donc Varroa, de son côté, c'est un acarien. Vous pouvez le voir tout simplement sur les photos qui sont situées à droite, que ce soit sur la nymphe pour la petite photo du bas ou encore tout simplement sur des ouvrières pour la photo du haut. Donc l'atteinte de ce parasite, il se fait sur les abeilles adultes, comme on peut le voir sur les photos, mais également dans le couvain, puisque le mode de reproduction de Varroa se fait dans le couvain de nos abeilles. Donc, en ce qui concerne grosso modo les symptômes, au niveau des abeilles adultes, on va avoir des déformations physiques. On y reviendra tout à l'heure, mais notamment l'aspect aile déformée, faiblesse généralisée et souvent également en fait des déformations physiques qui peuvent également aller jusqu'au rétrécissement tout simplement des abeilles. Ensuite, on va également avoir un aspect sur le couvain. Donc, comme il y a une mortalité qui est assez élevée en fait des larves, vous allez avoir des couvains un petit peu mosaïques et vous allez également avoir un retard et une déformation tout simplement de la nymphe. En ce qui concerne la colonie, en fait, dans son aspect général, vous allez tout simplement voir un déclin de la population et puis en parallèle, du coup, une baisse de la production de miel puisque vous avez des abeilles qui sont en moins bonne santé. Donc, au global, vous allez avoir tout simplement une augmentation du stress chez vos abeilles et vous allez pouvoir détecter des comportements anormaux. Et bien évidemment, vous le savez tous, en fait, une infestation trop importante de varroa euh, va emmener jusqu'à l'effondrement total en fait de la colonie. C'est le parasite en fait qui est le plus destructeur pour nos colonies d'abeilles actuellement. C'est bon, la deuxième slide est passée. Ok, super. Donc, en ce qui concerne les causes favorisantes, on a la présence continue de couvains. Le fait, en fait, d'avoir des hivers de plus en plus doux fait que justement, on a un couvain en continu et comme la reproduction de varroa se fait dans le couvain, ça maintient en fait son évolution de manière exponentielle. On le voit par exemple sur le petit schéma qui est à droite. On voit l'évolution de varroa de façon exponentielle avec une infestation initiale qui part de 10, de 100 ou de 200. Bon, l'idée, c'est pas de vous présenter ce graphique que vous avez déjà sûrement vu plusieurs fois, mais c'est juste pour vous montrer le caractère exponentiel de son développement. Ensuite, du coup, bien évidemment, il y a l'absence de traitement ou l'inefficacité des traitements. Si, par exemple, il y a des résistances à un traitement, on ne va pas avoir une réduction de la pression parasitaire. Ensuite, on va également avoir tout ce qui est échange de cadres entre les colonies, donc des cadres sur lesquels il y a des abeilles avec justement des varrois phorétiques sur ces dernières, ou encore tout simplement des varrois qui sont dans le couvain si l'on fait des essaims. Et il y a l'aspect également transhumance. Donc, grosso modo, je reviens sur ce point-là, mais les climats doux prolongent la ponte de nos rennes. Et du coup, il y a une reproduction de varroa continuelle en fait dans le couvent. En ce qui concerne la propagation, entre les colonies, ça se fait vraiment par le comportement propre à nos abeilles. Donc, la dérive entre les colonies ainsi que le pillage, donc le transfert d'abeilles avec des varrois phorétiques sur ces dernières. Et dans la colonie en elle-même, en fait, le varroa, il se déplace sous forme phorétique, comme on peut le voir en fait sur le schéma qui est en bas à droite. Là, on a un petit varroa phorétique sur une abeille, une ouvrière. L'ouvrière va aller s'occuper du coup d'une larve. C'est une nourrice. Et du coup, le varroa, en fait, va en profiter pour sauter dans la cellule, pondre un mâle, pondre ensuite des femelles le mâle, du coup,
va féconder les femelles et ensuite, quand l'abeille va sortir, elle va sortir avec du coup de nouvelles futures fondatrices varrois. Hop. Donc voilà, à toi de me dire quand on passe bien à la suivante. Alors là, c'est pas encore passé. Là, ça y est. Ok. Donc, en ce qui concerne les conduites à tenir, on va parler à chaque fois en fait de deux étapes. C'est avant l'infestation en fait, donc on va parler de prophylaxie à chaque fois. Et puis après, on va parler également en cas d'infestation, de forte infestation, qu'est-ce qu'on peut faire, les actions qu'on peut mettre en place. Donc là, concrètement, l'action principale qu'on peut mettre en place, c'est de surveiller tout simplement l'infestation parasitaire. Donc par le biais de comptage, c'est par exemple la photo que vous voyez à droite, là, c'est un prélèvement d'abeilles pour faire un comptage de varroa phorétique au CO2. Donc, vous verrez hein, sur la chaîne YouTube du GDS, vous avez d'autres webinaires qui traitent de ce sujet-là, et notamment au niveau GDS France, on a fait un webinaire qui est disponible en rediffusion sur toutes les méthodologies de comptage. Donc après, il y a le fait également tout simplement d'adapter les traitements qu'on va utiliser au résultat des comptages. Donc là, dans ce cadre-là, vaut mieux contacter votre GDS pour en savoir plus sur cet aspect-là. Si vous avez du mal justement à interpréter les comptages, vaut mieux contacter vos diverses GDSA qui seront en mesure de vous aiguiller sur cet aspect-là. Ensuite, bien évidemment, il y a le fait d'alterner les familles de traitements pour éviter l'aspect justement résistance à certaines molécules. Aujourd'hui, le fait d'avoir des traitements longue durée tels que les traitements à base d'amitrase ou encore les traitements à base de pyrétrinoïdes, donc tout ce qui est flumétrine ou tofluvalinate, on a des apparitions de résistance qui arrivent sur ces traitements qui sont mis en longue durée dans nos colonies. Donc c'est important en fait d'alterner les familles de traitements et dans certaines régions, il y a justement ce principe d'alternance qui est mis en place et qui vous est proposé pour vous accompagner là-dedans et avoir une lutte collective. Ensuite, il y a, comme je le disais tout à l'heure, le fait de limiter les dérives et les pillages. Donc, il y avait la petite photo tout à l'heure que Lucien vous a montré sur le fait de bien espacer les colonies. Vous pouvez les orienter également de manière différente pour empêcher les dérives sur le rucher. Et vous pouvez également les marquer de façon différente avec des signes au niveau de la porte d'entrée, donc des formes ou encore des couleurs. Et par contre, si du coup, l'infestation elle est bien avérée et qu'elle est importante, vous pouvez mettre en œuvre un traitement assez rapidement. Donc là, ça veut dire, si vous êtes en pleine saison, sortir de vos cycles de mielée pour permettre à la colonie justement d'être sauvée. Et également, tout simplement, privilégier les périodes sans couvain pour une plus grande efficacité de certains produits. Donc là, je pense notamment à l'acide oxalique, qui est vraiment très efficace lorsqu'il n'y a pas de couvain. Donc, favorisez à chaque fois ces périodes-là si vous en détectez. Et puis également, après, on peut avoir tout simplement le fait de retirer des cas très infestés ou operculés. Donc, on parlait de méthodologie de retraite couvain de mâle aussi dans un précédent webinaire. Donc, ça, c'est une méthodologie pour contrôler une infestation. Ou encore, tout simplement, le fait de faire des essaims avec du couvain operculé pour pouvoir, une fois de plus, avoir une période hors couvain et faire un traitement à l'acide oxalique. Donc, si tous ces aspects-là ne sont pas forcément très clairs, on pourra revenir sur ces derniers au niveau des questions, hein. Et du coup, tout simplement, une fois que vous réalisez un traitement, ne prenez pas ça pour acquis, puisque tout à l'heure, Lucien vous disait que il y a pouvait avoir en fait des traitements qui ne fonctionnent pas. Donc, euh, comptez après avoir réalisé des traitements pour vous assurer que votre infestation résiduelle, elle est maîtrisée. Ne prenez pas votre traitement en vous disant qu'il a forcément fonctionné. Vaut mieux contrôler, comme ça au moins vous vous en assurez. Et du coup, Lucien, je te relaisse la main pour la nausémode. Ouais. Alors, ça vient. Ça y est.
C'est bon. Alors, la nosémose, donc noséma est un parasite microscopique hein, qui se loge dans l'intestin moyen de l'abeille. Il atteint les trois castes d'abeilles, donc ouvrières, mâles et reines. Alors, les symptômes, en fait, noséma se distingue en deux espèces. Noséma apis, qui est l'espèce endémique d'Europe de l'Ouest, donc qui faisait beaucoup de mortalité au sein des ruchers français au cours du XXe siècle, et Nosema serranae, qui vient donc d'Asie et qui est arrivé au début du XXIe siècle. Alors, pour ce qui est de Nosema apis, on observe de fortes mortalités d'abeilles au sein de la colonie, donc des populations, des constipations et ou accompagnées de diarrhée, des troubles nerveux, ainsi que des supercédures dues à la mortalité de la reine qui peut être atteinte du parasite et mourir. Pour ce qui est de Nosema serranae, donc, qui est arrivé dans les années 2000 en France, sa présence est généralisée aujourd'hui dans le cheptel français à l'état asymptomatique, donc il n'y a pas de symptômes visibles. Par contre, on remarque une baisse de la productivité et de l'immunité des colonies, une altération du retour à la ruche des butineuses, ainsi qu'il a été démontré qu'il existerait des synergies et des interactions avec d'autres agents stressants que ce soit des virus ou des pesticides. Et en fait, ils décuplent, donc ils font ce qu'on appelle un effet cocktail, qui décuple l'impact négatif de ce parasite. Alors, les causes favorisantes de Nosema apis, donc, ce sont les hivers longs et humides, hein, qui provoquaient l'absence de vol de propreté chez les abeilles, en fait, hein, donc elles étaient amenées à déféquer dans la ruche, ce qui multipliait les spores et favorisait les contagions. L'hivernage sur miela, miela comme le mélésitose, hein, qui est un miel, un sucre qui cristallise dans l'intestin et qui favorisait donc les diarrhées et ce parasite, ainsi que les nourrissements trop liquides. Pour ce qui est de Nosema serranae, aujourd'hui, la présence, elle est dans le cheptel français de façon assez importante. On sait que une des causes favorisantes, en tout cas de son impact sur les colonies, c'est ces synergies qui existent avec les insecticides et les virus. Euh, voilà, mais qu'est-ce qui favorise vraiment le développement de Nosema serranae? Voilà, on ne sait pas. Et par contre, Nosema serranae a vraiment supplanté Nosema apis et a remplacé aujourd'hui cette espèce. Donc la propagation se fait par les spores. Et entre colonies, c'est par la dérive et le pillage, donc que les abeilles infestées se transfèrent d'une ruche à l'autre, mais aussi par le matériel apicole, donc bien désinfecter son lève-cadre et ses gants quand on passe d'une ruche à l'autre. C'est une action de prophylaxie qui peut permettre de limiter les contagions. C'est aussi par les transhumances ou l'achat d'abeilles déjà atteintes que la maladie peut se diffuser. Et puis au sein de la colonie, c'est par la trophalaxie. Donc, c'est l'échange du miel entre les abeilles et des abeilles aux larves qui font que la maladie pénètre dans l'abeille. Donc, la conduite à tenir en termes de prophylaxie, donc à nouveau, on répète un peu la même chose, c'est limiter les dérives et les pillages, euh, désinfecter le matériel apicole, donc eau de javel ou brûlage, euh, pour ceux qui préfèrent. Avoir des miels et des tonnes autres que le miella, pas faire hiverner ces colonies sur le miella, mais les sortir assez tôt de ces miellets-là pour les ramener sur d'autres miellets comme le lierre par exemple. Et puis des colonies fortes en hivernage, avoir toujours des colonies fortes pour mieux résister. Donc ça peut être, ça peut passer par le changement de reine tous les 2 ans par exemple, ou la réunion des colonies, une colonie faible avec une colonie forte pour éviter des mortalités. Aussi, on favorisera une exposition au sud pour tout ce qui est humidité, avec un emplacement protégé des vents du nord pour le froid, et donc des traitements varrois appropriés pour garantir une colonie en bonne santé. En cas d'infestation, la conduite à tenir, donc Nosema apis, c'était une maladie classée DS1, donc maladie à déclaration obligatoire avec mise en place d'une police sanitaire. Aujourd'hui, depuis une bonne quinzaine d'années, il n'y a plus de déclaration du tout de Nosema apis, ce qui laisse à penser qu'il a disparu du cheptel.
À l'époque, c'était la destruction de la colonie qui était préconisée pour éviter toute contagion. Et pour ce qui est de Nosema ceranae, comme c'est asymptomatique et que on n'a pas donc de clinique, on n'a pas de preuve clinique de sa présence dans les colonies, la seule façon de le détecter, c'est l'analyse de laboratoire. Euh, pour bien identifier, et puis faire diminuer tous les facteurs de stress. Déjà, donc, identifier la maladie, hein, être sûr qu'il s'agit bien de ça, et donc faire diminuer tous les facteurs de stress pouvant favoriser le développement de la maladie dû à cette synergie entre le parasite et les facteurs de stress. Donc, que ce soit l'alimentation, le varroa, avec une pression parasitaire qui doit être la plus basse possible, l'exposition aux pesticides ou voilà, les changements de reine. Un changement de reine peut, si ça redynamise la colonie, si ça redynamise la ponte et le renouvellement des abeilles, favoriser aussi le redémarrage d'une colonie. Donc voilà, je vous ai remis un petit encadré à noter que les données épidémiologiques semblent indiquer une disparition de Nosema apis au profit de Nosema ceranae. Voilà, je te laisse continuer. On est passé au suivant, au diapo suivant. Ok, super. Donc là, on va parler directement en fait d'un virus qui est lié au varroa. Donc souvent on l'appelle la SBV, donc le sac-brood virus. Donc principalement, c'est une maladie du couvain, vraiment. On peut voir quelques atteintes sur les abeilles adultes, mais c'est vraiment au niveau du couvain qu'on va pouvoir détecter les symptômes principaux. Donc, en ce qui concerne le couvain, celui-ci, il est en mosaïque, comme on peut le voir sur la photo qui est en haut à droite. Vous allez avoir vraiment des larves, en fait, qui vont être redressées. Là, je ne sais pas si on arrive à bien le voir au niveau en haut à droite, mais les larves sont redressées de manière anormale et prennent une petite couleur jaunâtre, en fait. Et vraiment, on a une extrémité céphalique qui est un peu courbée, comme on peut le voir dans certaines cellules. Donc vraiment, il y va avoir, en fait, si on sort ces larves infectées des cellules, une formation du sac de liquide, en fait, sous la cuticule. Donc c'est ce que vous voyez, en fait, sur la photo qui est en bas à droite. Donc on voit vraiment la petite poche de liquide qui se situe du coup en bas à droite au niveau de la cuticule. Donc c'est pour ça que ça a un aspect un peu saciforme. On l'appelle couvain saciforme aussi. Donc par la suite, il y aura un brunissement, puis un dessèchement en fait en écailles incurvées des larves. Et sur la diapo suivante, justement, vous allez avoir une photo qui va vous montrer finalement que ça ressemble un petit peu à une barque. On reviendra sur la photo après. En ce qui concerne justement les abeilles adultes, on a vu justement au travers des observations sur cette maladie que en fait l'espérance de vie des abeilles adultes au global est réduite et en fait on va avoir un butinage qui va être plus précoce euh, chez les ouvrières. Donc, concrètement, pour la colonie au global, qu'est-ce que ça signifie? Bah, il y a un faible renouvellement du couvain, puisqu'il y a mortalité des larves. Et puis, on va avoir un déclin populationnel qui va se faire progressivement, une baisse de la vitalité par la même occasion, et puis, du coup, un risque d'effondrement pour conclure. C'est bon, on est passé au diapo suivant. Ouais. Du coup, comme vous pouvez le voir sur la petite photo justement à droite, c'est ce dont je vous parlais, les larves du coup qui finissent par brunir et du coup qui est un petit peu, ça fait un petit peu sous forme de barque en fait, toujours un peu courbé comme ça, redressé. Donc les causes favorisantes, bah, ça va être l'infestation par varroa destructeur, une fois de plus. On va retrouver bah, nos conditions climatiques, donc des printemps qui sont défavorables, une fois de plus, avec le froid, avec l'humidité. Mais en parallèle, on va aussi avoir l'aspect carence protéique. Donc, c'est lorsqu'on a des environnements finalement qui sont pauvres en pollen ou en quantité insuffisante.
On reviendra sur cet aspect-là à la fin, mais l'environnement est très important finalement dans un grand nombre des pathogènes qu'on peut détecter sur nos colonies d'abeilles. Donc l'emplacement il faut être vigilant sur le choix de ces emplacements. Il y a également en fait tout simplement la sensibilité génétique. Donc il y a certaines lignées qui sont plus vulnérables que d'autres, tout simplement. Et en ce qui concerne la propagation, elle se fait du coup par voie orale, puisque en fait, tout simplement, il va avoir du coup transmission des nourrices vers les larves directement lors du nourrissement à la gelée nourricière. Il y a également le fait d'avoir le matériel apicole contaminé, une fois de plus, donc le fait de manipuler entre des ruches qui sont infestées et de ne pas nettoyer son matériel. On va également avoir l'alimentation dans ce cas-là qui peut être contaminée. Donc, le fait d'avoir du miel, du pollen contaminé. Donc, en cas de pillage ou de dérive, euh, on va le voir, il peut y avoir propagation. Et puis après, il y a également l'aspect transmission verticale, en fait, tout simplement, de la reine infectée à sa descendance. Oui, c'est bon, on est bien passé, hein. La suivante. Donc, les conduites à tenir donc, en termes de prophylaxie, toujours rotation du matériel, désinfection du matériel, surtout lorsqu'on passe sur une colonie qui semble avoir une problématique sanitaire, réduire la pression de varroa, bien évidemment. Apport en protéines de qualité, donc là on est soit justement sur le fait de trouver un emplacement qui est adéquat, ou sinon si on a cette problématique en début de saison, d'apporter un apport protéiné tout simplement. Il y a l'aspect sélection génétique, tout simplement, trouver des lignées qui sont moins sensibles. Donc, si vous avez ces problèmes-là qui sont assez récurrents, vous pouvez aller voir justement des apiculteurs professionnels qui font leur propre génétique pour essayer de voir si ça peut vous permettre de restreindre cet aspect-là. Et puis après, on le disait tout à l'heure, tout simplement éviter le nourrissement au miel. Donc les transferts de cadres pour nourrir vos colonies, ça fait partie justement des possibilités de transmission de maladies souvent. En ce qui concerne les conduites à tenir, si l'infestation elle est bel et bien avérée, vous allez pouvoir transvaser tout simplement votre colonie infestée dans une ruche propre, donc ce qui va permettre de réduire la charge virale en fait au global de votre colonie. On peut bien évidemment remplacer la reine si finalement c'est dû à un aspect génétique. Et puis généralement après sur une bonne mielée, tout simplement, ça permet de nettoyer naturellement en fait cette problématique. Si l'infestation elle est vraiment importante, on peut tout simplement avoir cette méthode de mettre du coup l'essaim à nu dans une nouvelle boîte. On change la reine et on en profite du coup pour faire un traitement à l'acide oxalique. Donc là, on va en parallèle éliminer la pression varroa et ça va nous permettre, dans certains cas, de sauver la colonie. Mais lorsqu'en fait la colonie est trop fortement atteinte, là, pour le coup, on a des résultats qui sont assez inconstants avec cette méthodologie. Donc ça, ce que je vous dis là, c'est les retours qu'on a des vétérinaires chez nous en Pays de la Loire. C'est bon, on est bien passé. Ouais. Donc là, on va parler du coup du WVV. Donc plus généralement, en fait, c'est le virus des ailes déformées. Donc là, pour le coup, on est sur un virus qui va atteindre principalement les abeilles adultes, ce qui n'était pas le cas en fait du sac virus qu'on a vu précédemment. Donc, vous allez retrouver surtout des déformations au niveau de votre abeille adulte. Donc là, vous le voyez sur la photo, c'est des abeilles en fait qui vont avoir les ailes froissées, atrophiées, ou même des fois, vous allez avoir des absences, une totale absence d'ailes en fait sur vos abeilles. Vous allez avoir également des abdomens qui vont être courbés et raccourcis, puisqu'il y a eu un mauvais développement en fait de, de la nymphe.
Et puis souvent, du coup, bah, ces abeilles-là, forcément, elles vont avoir une espérance de vie très réduite, donc souvent inférieure à 48 heures, et elles sont totalement en incapacité de voler, donc généralement, elles sont expulsées en dehors de la rue. C'est bon. C'est bon, on est passé. Ouais. Donc, les causes favorisantes, bah, bien évidemment, c'est l'infestation par varroa destructeur. Là, pour le coup, c'est vraiment le principal vecteur. À savoir que Tropila elaps, on ne l'a pas encore en France, mais c'est un très bon vecteur également du DWV. En ce qui concerne la propagation, bah, tout simplement, c'est le parasitisme du varroa qui va amplifier le virus. Et après, tout simplement, ça peut se propager par voie orale. Donc, une fois de plus, les nourrices contaminées qui vont nourrir en fait les abeilles à la gelée royale ou nourricière qui elle-même est infectée. Donc, après, il y a toujours cette idée de matériel apicole contaminé. Et également, bah, là, dans ce cas-là, cet aspect d'aliments contaminés aussi, donc miel, pollen contaminé. Et du coup, bah, forcément, un peu comme beaucoup de maladies qu'on a déjà vues précédemment, risque en cas de dérive et de pillage. Il y a également une transmission verticale qui peut se faire de la reine infectée jusqu'à la descendance une fois de plus. Oui, c'est bon, pardon. T'inquiète, il n'y a pas de souci. Donc, en termes de prophylaxie par rapport au DWV, donc, bah, comme les autres maladies, en fait, qui sont les virus qui sont vectés par varroa, bah, il y a toujours cette notion de comptage et de contrôle rigoureux de varroa. Toujours cet aspect de désinfection du matériel. Comme je vous disais, on répète pas mal les mêmes choses, mais en fait, c'est toujours en fait les bonnes habitudes à prendre, les mêmes gestes à avoir pour pouvoir en fait tenir des colonies plus saines. Il y a cet aspect aussi d'apport nutritionnel de qualité, donc une diversité florale, donc nectarifère et pollénique, ça garantit une meilleure immunité pour nos colonies. Et puis l'aspect également sélection génétique. Donc tout simplement, il y a certaines lignées résistantes au varroa, donc on a de l'espoir justement sur les lignées VSH qui, elles, sont en mesure de s'occuper du varroa en s'épouillant, en le repérant, et qui sont capables de le gérer d'elles-mêmes, en fait. Ensuite, en cas d'infestation, tout simplement, bah, traitement immédiat contre le varroa pour réduire la pression parasitaire. Là, on a mis viral, mais c'est surtout la pression parasitaire, parce que c'est pas parce que vous allez réduire en fait la pression varroa que vous allez voir les signes cliniques changer du jour au lendemain. Si vous voyez en fait ces signes cliniques de DWV, généralement, ça veut dire que la propagation du virus, elle est déjà bien engagée. Euh, donc, si vous gérez varroa, vous allez pouvoir en fait potentiellement vous traîner des signes cliniques sur quelques semaines, quelques mois, avant justement que la colonie, par un aspect populationnel, en fait, retrouve un certain équilibre. Ensuite, vous allez également avoir du coup bah, cette idée de remplacer la reine pour stopper la transmission verticale. Donc, une fois de plus, une méthodologie qui peut être utilisée, c'est le fait de mettre un essaim à nu et de faire un traitement à base d'acide oxalique pour justement diminuer la pression varroa de manière négative, euh, de, très forte, excusez-moi, et du coup, bah, essayer de repartir sur une pression parasitaire moins importante. Donc maintenant, je vais vous parler de la paralysie aiguë, donc le virus ABPV. Donc c'est un virus qui atteint les abeilles adultes et le couvain. Alors les symptômes, donc on a de la mortalité d'abeilles adultes et de larves, de nymphes aussi également. Euh, on a des signes nerveux des abeilles traînantes devant la ruche, des ailes en croix au sein de la colonie, ainsi que du couvain mosaïque, donc dû à la mortalité des nymphes. Les larves peuvent devenir de filantes.
Donc, sauf qu'elles sont pas noires foncées, enfin marron foncé comme la loque américaine, mais elles peuvent devenir filantes. Pour ce qui est des conditions d'apparition, donc c'est un virus qui est transmis par varroa destructor. Donc voilà. Donc vous pouvez voir déjà qu'il y a beaucoup de symptômes qui font penser à un autre virus que je vous présenterai après, qui est la paralysie chronique aussi. Tu vas passer au diapo suivant. Ah, ça y est. OK. Ouais, ça prend un peu de temps à chaque fois. Donc la conduite à tenir en prophylaxie, donc c'est à nouveau un contrôle varroa rigoureux avec des comptages. La désinfection du matériel, étant donné qu'il s'agit d'un virus, pour éviter les contaminations croisées. Un apport nutritionnel de qualité, avec une diversité florale pour avoir une meilleure immunité des colonies. Et puis la sélection génétique voilà, avec les lignées résistantes au varroa VSH, pourront peut-être apporter une solution. En cas d'infestation, il faut traiter immédiatement donc, contre le varroa pour réduire la pression parasitaire. Euh, et donc, voilà, pour voir si ça suffit, si le virus, s'il n'y a pas une charge virale déjà trop importante quoi, dans la colonie, est-ce que ça peut suffire en soi? Mais voilà, déjà réduire la pression parasitaire au maximum, au plus tôt, pour éviter qu'elle continue d'augmenter et que donc, voilà, l'affaiblissement de la colonie continue de se faire. Donc maintenant, je vais vous présenter la maladie de la cellule royale noire. Donc c'est une maladie qui est un virus également. Donc ça atteint les cellules, mais on le constate surtout sur les cellules royales parce qu'en fait, c'est souvent une maladie qui est constatée par les éleveurs de rennes ou les éleveurs de gelée royale qui élèvent beaucoup de cellules et qui donc vont particulièrement y être attentifs. Donc les symptômes, ce sont des larves et des pupes qui deviennent jaune pâle, marron et enfin noir. La larve meurt dans la cellule et on peut voir sur la cellule, donc comme vous le voyez en haut à droite, que, on peut voir des taches sombres en fait d'aspect huileux en transparence. Donc à nouveau, les conditions d'apparition, donc c'est dû à Varroa destructor qui est vecteur du virus et aussi Nosema apis qui pourrait être un agent infectieux. Alors, pour ce qui est de la propagation dans la ruche, elle se fait par les nourrices qui transmettent le virus aux larves, mais également donc par le varroa, et hors de la ruche par la dérive des abeilles, donc d'une ruche à l'autre. Pour la conduite à tenir, il faut donc désinfecter son matériel, comme pour tous les virus, et lutter contre varroa avec des traitements et des comptages. Donc maintenant, je vais vous parler du dernier virus, je crois, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la paralysie chronique, hein. On a vu la paralysie aiguë tout à l'heure et maintenant on va voir la paralysie chronique. Donc celui-là, on le constate assez régulièrement dans les ruchers. On a souvent des appels pour ce virus qui apparaît au printemps en général quand les colonies sont très fortes. Donc ça atteint les abeilles adultes. Les trois castes peuvent être atteintes. Les symptômes, ce sont des abeilles agitées, tremblantes, donc devant la ruche, sur le plateau d'envol, sur les têtes de cadre. Là, vous voyez, c'est une photo qui a été prise sur les têtes de cadre. Donc, le problème des photos, bah, c'est qu'on ne peut pas voir c'est pas une vidéo, donc on ne voit pas le mouvement, mais en fait, les abeilles donc tremblent, sont très agitées et on voit qu'elles ont un problème nerveux. Donc, on trouve aussi des paquets d'abeilles mortes devant les ruches. Voilà. Donc, il peut y avoir de fortes mortalités avec donc des abeilles qui sont sorties de la ruche au fur et à mesure de leur mort. Euh, Juste, elles tombent devant la ruche. Donc, on trouve vraiment des tas d'abeilles mortes. Des abeilles dépilées, comme on peut le voir donc sur l'abeille à droite qui a été agrandie. On voit qu'elle est complètement dépilée, ce qui lui donne un aspect en fait luisant. On voit qu'elle est complètement luisante comparée à ses congénères à côté, qui sont encore avec tous leurs poils et voilà, qui ont un aspect moins luisant, moins poli, quoi. On dirait qu'elle a été polie en fait, hein. Ses ailes également sont en croix, elles sont dépliées, alors que normalement, vous le voyez sur les autres abeilles, les ailes sont le long du corps. Et puis, on peut voir aussi, donc, devant la ruche, sur la planche d'envol, un houspillage, c'est-à-dire que les abeilles à l'entrée, les gardiennes, repoussent les abeilles malades, en fait, hors de la ruche, leur interdisent l'entrée, quoi, parce elles doivent sentir certainement que les abeilles sont malades.
Donc, comme son nom l'indique, c'est la paralysie chronique. Donc, elle peut durer longtemps dans le temps sur une ruche. On peut la voir pendant longtemps, donc 3 à 4 mois parfois, avec des symptômes. On voit quelques abeilles atteintes, parfois on en voit beaucoup, voilà. Et puis, il y a des atteintes aiguës où pendant 3 à 8 jours, on va avoir des mortalités très importantes avec un tas d'abeilles qui se forment très vite. On passe une semaine avant, la colonie va bien, et une semaine après, on constate une dépopulation, une mortalité très aiguë et très subite. Donc les causes favorisantes maintenant de cette maladie, donc comme je vous le disais, c'est une maladie qui arrive au printemps et en fait elle est due à la promiscuité des abeilles. C'est-à-dire qu'en fait au printemps on a un accroissement très rapide de la population d'abeilles et peut avoir des colonies qui sont trop serrées en fait au sein de la ruche, Euh, des carences en pollen qui fragilise les défenses immunitaires, mais aussi une météo, un épisode froid et pluvieux. Donc cet épisode froid et pluvieux va cloîtrer les abeilles dans la ruche qui vont se frotter les unes aux autres en fait. Et par le frottement, la cuticule des abeilles s'abîme et permet l'entrée du virus dans les molymphes de l'abeille. Mais également les trappes à pollen, les portières qui peuvent causer des lésions sur l'abeille, surtout quand elles sont en métal, plus qu'en plastique. Là, la ruche de droite, on voit une portière en plastique, mais c'est surtout sur les trappes à pollen et les portières en métal. Et puis les plaies liées à varroa aussi. Varroa n'est pas vecteur de la maladie, mais par les plaies qu'il cause lorsqu'il mord l'abeille, il va favoriser aussi l'entrée de ce virus. Donc, pour ce qui est de la propagation, donc dans la colonie, c'est par la voie orale des abeilles infectées aux autres abeilles saines, et par les fesses aussi, pour celles qui défèquent dans la ruche, et aussi donc par les lésions de la cuticule. Entre colonies, c'est par la dérive, les pillages et la transhumance, ainsi que par le matériel de l'apiculteur en passant d'une ruche à l'autre. Donc, la conduite à tenir en termes de prophylaxie, donc désinfection du matériel à nouveau pour éviter les contaminations croisées, un apport nutritionnel de qualité pour tout ce qui est l'immunité, donc à nouveau, et puis espacer les colonies pour, au cas où, si où une colonie serait infestée, enfin infectée plutôt, on aurait plus difficilement des dérives entre ruches. Une conduite à tenir en cas d'infestation, donc c'est isoler la colonie. Dès qu'on constate que la maladie est déclarée, on l'isole pour éviter donc la dérive et le pillage. On nettoie devant la ruche, donc on peut enlever déjà toutes les abeilles mortes et passer un coup de chalumeau, un grand coup de chalumeau sur l'herbe pour tuer le virus en grande partie, et puis donner de l'espace à la colonie. Si elle est vraiment comprimée et qu'elle est encore belle, etc., on peut rajouter une hausse voilà, ou des cadres si des cadres ont été oubliés pour donner plus d'espace. Voilà pour cette maladie. C'est bon, on est passé à la scosphéros. Donc, on va passer du coup à la scosclérose, du coup, qui est une maladie fongique. Donc, souvent, on l'appelle mycose du couvain. Donc, les autres noms qu'on peut aussi lui donner et qui peuvent peut-être vous parler, c'est le couvain plâtré, calcifié ou couvain dur. Donc, concrètement, c'est un champignon et l'atteinte, elle est exclusivement sur le couvain. Donc, en ce qui concerne les symptômes à l'entrée de vos ruches, vous allez voir des momies blanches ou noires. Donc, cet aspect blanc ou noir, en fait, ça dépend tout simplement si les momies sont fécondées ou non. Donc, elles sont porteuses, en fait, on va dire que cette problématique est transmissible à partir du moment où ces petites momies, justement, sont noires. Donc, lorsqu'on a des momies blanches, en fait, il n'y a pas encore possibilité de transmission. Donc, ça, c'est à savoir. Dans le couvain, tout simplement, bah, vous allez retrouver un couvain en mosaïque, comme on peut le voir en bas à droite. Donc, on va retrouver des momies en fait qui sont blanches avec un aspect un peu cotonneux si on regarde à l'intérieur des cellules. Et puis, bah, par la suite, on va avoir vraiment cet aspect plâtré. Du coup, comme je vous le disais, avec les momies dures qui vont être blanches ou noires et que vous allez retrouver au fond de la ruche ou devant celle-ci.
c'est bon, on est passé à la suivante. Ouais. Alors, en ce qui concerne les causes favorisantes, il y en a plusieurs. Donc, une fois de plus, bah, tout ce qui va être humidité, variation de température, avec des hivernages qui vont être froids et humides ou avec des printemps qui vont être pluvieux. C'est une maladie qui se déclare plus facilement sur des colonies qui sont faibles ou stressées. Et puis après, également, si on a des disettes en pollen ou en nectar, c'est des maladies qui peuvent se déclarer assez facilement. Et il y a également l'aspect hivernage sur miela qui, une fois de plus, peut poser problème. Donc là, je vous ai mis une petite photo en bas à droite d'une abeille qui récolte du miela. Et on a également des génétiques qui ne sont pas nettoyeuses. Donc, en ce qui concerne la propagation, elle se fait par spore. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, sur les momies blanches, il n'y a pas de spores et les spores vont vraiment être sur les momies noires, en fait. Dans la colonie, au niveau interne, bah, ça va se transmettre tout simplement via l'alimentation. Donc, les spores, c'est par le tube digestif. Donc, lorsque les abeilles vont échanger entre elles de la nourriture ou lorsqu'il va y avoir justement nourrissement des larves par les nourrices. Ensuite, au niveau externe, tout simplement, bah, ça va être le fait d'avoir des alvéoles qui vont être contaminés. Donc ça, c'est les nourrices qui se baladent à l'intérieur de la colonie, en fait, qui vont disséminer les spores. En dehors de la ruche, c'est ce que je vous ai expliqué en fait tout à l'heure, c'est ces fameuses momies expulsées donc de couleur noire qui vont contenir les spores qui vont permettre en fait de faire une contamination croisée avec en fait les autres colonies du rucher en fait. Parce que l'odeur en fait de ces momies va être attractive et du coup bah, les autres butineuses des autres colonies elles vont aller se poser dessus et puis ramener ramener du coup ce champignon dans leur colonie. En ce qui concerne du coup la conduite à tenir en termes de prophylaxie, bah, il y a le fait de changer les cires assez régulièrement. Il y a aussi cet aspect de désinfecter vos planchers et le matériel. Si vous avez des petites mycoses en fait qui se résolvent d'elles-mêmes par des mielés, par exemple, pour autant, vraiment, si vous avez eu ces fameuses momies dures qui du coup sont passées de votre plancher au devant de votre ruche, bah, désinfectez bien votre plancher et du coup votre matériel. Il y a cet aspect, bah, du coup, bah, une fois de plus, de choisir un emplacement qui est sec et ensoleillé, puisqu'on va justement essayer de fuir les hivernages humides et froids. Il y a aussi le fait, au printemps, de ne pas refroidir votre couvain. Donc, lorsque vous faites vos premières visites et qu'il fait encore un peu frais, essayez d'avoir en tête qu'il faut être assez rapide et savoir vraiment ce que vous voulez faire sur vos colonies. Ce n'est pas le moment de refroidir en fait le couvain. Et du coup, bah, vraiment, comme c'est une maladie que l'on détecte pas mal au printemps, bah, avoir une surveillance, une alerte en fait sur cette dernière lorsque vous faites vos premières visites. Donc, il y a aussi cet aspect de disette, une fois de plus, empêcher les colonies justement d'être en disette, donc de toujours vérifier qu'elles aient bien de la ressource tout au long de la saison. Et en cas d'infestation, concrètement, bah, soit vous pouvez éliminer les cadres les plus atteints. Si le développement est super important, bah, comme on est sur des spores, c'est vraiment l'environnement de la ruche qu'il faut changer. Donc là, vous allez carrément pouvoir transvaser votre colonie dans un environnement sain et propre. Vous pouvez également bah, changer votre reine pour une souche qui est plus hygiénique. Et si vous avez la moindre interrogation, ça je le redis, mais ça vaut pour en fait finalement quasiment toutes les maladies qu'on a évoquées précédemment, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter tout simplement bah, votre GDSA ou ASAD ou tout simplement en fait le dispositif OMA une fois de plus. Je te laisse me dire, hein, Lucien. Ouais, c'est bon, ça y est, à l'instant que ça vient de passer. Donc là, on va parler assez brièvement de la fausse teigne parce que c'est un parasite secondaire. On va dire que
c'est pas lui qui va mener à l'effondrement de la colonie, c'est plutôt lorsqu'on voit justement la fausse teigne s'installer de manière un peu plus importante, c'est généralement que la colonie elle a un autre problème en parallèle. Donc là, on est sur un insecte parasite, c'est un papillon de nuit en fait, un papillon nocturne. Donc généralement, on va plutôt voir la fausse teigne se développer sur des vieux cadres, sur de la cire, et très rarement en fait dans du couvain vivant. Ça se développe au niveau du couvain vivant vraiment quand les colonies en fait elles sont très affaiblies, généralement du coup par d'autres problématiques sanitaires. Donc, vous allez voir en fait tout simplement des galeries sinueuses. Donc là, c'est la petite photo en bas à droite. Vous voyez en fait tout simplement des fils de soie qui sont tapissés dans la cire. Vous avez également, bah, bien sûr, la présence de ces fameuses larves en fait blanchâtres qui généralement, comme elles n'aiment pas la lumière et les courants d'air, elles vont être assez mobiles, assez fuyantes, elles vont assez vite. Donc c'est la larve que vous voyez en haut à droite. Et des fois, quand vous ouvrez aussi vos colonies, vous pouvez voir un papillon entre guillemets euh, s'échapper. C'est une fausse teigne, quoi. Après, vous allez également retrouver au fond de la ruche en fait des déjections un peu sous forme de poudre. Ça fait un peu effet poudre, un peu brunâtre, euh, presque des fois un peu blanc nacré brunâtre, ça dépend. Et du coup, bah, c'est ce que je vous disais. Dans les colonies qui sont très affaiblies ou très infestées, vous allez avoir en fait une dégradation du couvain, mais c'est assez rare. Généralement, la fausse teigne, elle se nourrit plutôt euh, de ce qui traîne en fait sur les cires en fait du pollen, des résidus, etc. Mais elle attaque très rarement en fait le couvain. Ça y est, c'est bon, c'est passé. Ouais. Donc, en ce qui concerne les causes favorisantes, généralement, c'est ce que je vous disais, c'est les colonies qui sont assez faibles ou orphelines. C'est lorsqu'en fait, tout simplement, ça manque d'abeilles nettoyeuses et que du coup, le ratio espace-abeille, il est trop élevé. Si par exemple, vous avez une dent 10 cadres, alors qu'en fait, vous lui laissez les 10 cadres et que en fait, vous avez des abeilles sur 2 cadres et que vous ne resserrez pas tout ça, bah, généralement, en fait, la fausse teigne, elle peut se développer sur vos cadres en fait, qui ne sont pas occupés par vos abeilles. Et c'est là que du coup, bah, si vous vous en occupez pas, la fausse teigne, elle se développe de ce côté-là et ensuite, elle peut vraiment être problématique par rapport à votre colonie à côté, puisque cette zone-là à droite, elle est absolument pas défendue, puisqu'on n'a pas suffisamment d'abeilles pour gérer tout l'espace de la colonie. Et généralement, vous le voyez aussi, lorsque votre stockage il n'est pas sécurisé. En fait, si vous avez des cadres de pollen ou ce genre de choses que vous stockez dans une ruche, mais qu'elle n'est pas bien fermée ou que sais-je, eh ben, en fait, vous allez rouvrir cette dernière au printemps et en fait, il va y avoir de la fausse teigne partout. Ça va être un enfer. Donc là, je vous ai mis des photos que je pense beaucoup d'apiculteurs ont dû un peu déjà voir, des fois des infestations de fausse teigne. C'est assez insupportable. En plus, ça ronge carrément le bois. Donc, donc voilà quoi. Une fois que elle est bien installée, le développement il est assez rapide hein, des larves hein, dans ces fameux lieux sombres et humides. Donc sombre et chaud, ça correspond bien en fait à nos colonies. Et puis en fait, la migration de la fausse teigne, elle se fait assez facilement. Hein. Vous la voyez se balader assez rapidement dans les colonies, hein, donc d'un cadre à un autre. Et du coup, bah, une fois que ça aboutit du coup au papillon, bah, il peut très bien aller dans une colonie autre assez facilement. Pour l'instant, il n'y a pas de slide qui passe. Ça reste sur le même slide. Il faut être patient. Ouais, ça y est. Ok. Donc en conduite à tenir, en fait, ça va être notamment, bah, je vous le disais tout à l'heure, hein, il faut maintenir ce ratio espace-abeille et l'adapter pour éviter en fait tout simplement l'absence de zone défendue.
Donc là, vous voyez une photo, par exemple, à droite, là, on est carrément dans le cas d'une ruche basse consommation. C'est une photo de Jean Riondé. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que bah, cet aspect espace, il doit être bien géré, en fait. Une fois de plus, s'il y a des cadres qui sont à l'autre bout de la ruche, totalement abandonnés, bah, la Faustaine, elle va pouvoir se développer très rapidement et facilement sur ces derniers. Généralement, en fait, quand la colonie elle est forte et populeuse et qu'elle n'a pas d'autres problématiques sanitaires, elles arrivent justement à gérer la Faustaine d'elle-même. Il n'y a pas de gros développement en fait de ce parasite dans les colonies. Euh, donc, il va falloir vérifier l'état de santé global tout simplement de la colonie. Si la colonie elle a une autre problématique sanitaire, bah, c'est probable à un moment donné que vous voyez un développement de fausse teigne à l'intérieur de celle-ci. Et ensuite, du coup, bah, on a l'aspect aération et propreté des ruches. Comme la fausse teigne, en fait, elle n'aime pas la ventilation. Si à un moment donné, vous faites un cycle de ventilation, que vous enlevez le plateau, etc., ça peut aider à faire en sorte que la fausse teigne bah, trouve pas l'environnement suffisamment intéressant pour s'y installer. Et du coup, en cas d'infestation, tout simplement, bah, faut enlever les cadres les plus infestés, les détruire et les remplacer si nécessaire et bien resserrer votre colonie sur ce qu'elle est capable de gérer en termes d'espace, quoi. Ça y est, on est passé au slide suivant. Ouais. Donc, on va pouvoir un peu conclure tout ça. Je m'excuse un petit peu d'avance parce que je me rends compte que bah, j'espère que la présentation, elle n'était pas trop lourde. On a rabâché finalement pas mal de choses en termes de prophylaxie et même de gestion, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, hein. Il y a quelques gestes, bonnes habitudes à prendre qui vous permettent tout simplement d'empêcher l'installation de ces maladies. Donc, en ce qui concerne la prophylaxie, on a parlé assez régulièrement bah, de gestion raisonnée de varroa. Donc, bah, prendre le pli justement de réaliser des comptages. Il y a trois périodes qui sont notamment intéressantes au printemps, avant le traitement et d'été et après le traitement d'été. Donc, ça va vous permettre en fait tout simplement bah, d'adapter vos traitements, de rebondir si vous avez une efficacité de traitement, de gérer cet aspect résistance. Donc vraiment, gestion raisonnée de varroa qui est primordiale. Ensuite, bah, il y a cet aspect hygiène du matériel qui revient en fait finalement quasiment à chaque fois. Vraiment, dès que vous passez sur une colonie et vous avez un doute sur l'aspect sanitaire de la colonie que vous venez de passer, bah, désinfectez votre matériel dans votre véhicule, ayez un bac d'eau de javel ou sinon un chalumeau histoire de désinfecter votre lait cadre à la flamme. Et puis en fait, on a parlé de cet aspect-là, l'aspect environnemental, que ce soit en interne pour la colonie, on a parlé notamment pas mal d'espace. Donc, par exemple, en ce qui concerne la maladie noire, généralement, bah, c'est une problématique de promiscuité et de manque d'espace, mais dans d'autres cas, eh bah, c'est aussi le fait d'avoir trop d'espace à gérer, des courants d'air, de l'humidité, parce que les colonies ne sont pas suffisamment resserrées par exemple, mais il y a également l'espace extérieur. Euh, Lucien l'a abordé aussi plusieurs fois, mais il y a vraiment cet aspect environnemental. Donc, le fait d'avoir un environnement qui est tout simplement riche en diversité florale. Et Lucien aussi me parlait de l'aspect d'éviter en fait d'avoir trop d'exposition aux pesticides sur nos colonies parce que bah, il y a ce fameux aspect cocktail en fait qui peut tout simplement empirer euh, certaines maladies ou certaines problématiques sanitaires. Donc, idéalement, avoir des environnements avec le moins de pesticides autour de soi. Je sais qu'à un moment donné, en fonction de son emplacement, de là où on habite, c'est assez compliqué. Mais si on peut se permettre de le faire, tant mieux. Ce facteur environnemental, il est vraiment extrêmement important et pas à mettre de côté. Rien que pour juger un peu de la qualité de votre environnement, vous pouvez très bien, là, en cours de saison, là, on peut être justement à peu près dans les dates au niveau du châtaignier, vous mettez une trappe à pollen
pour voir un petit peu si vous avez une diversité de couleurs de pollen. Ça va vous donner une indication rien que sur la diversité en fait, environnementale. Si vous avez des pollens qui sont un pollen qui est exclusivement de la même couleur, ça veut dire que potentiellement votre environnement il n'est pas très riche en diversité protéinique. Et du coup, qui dit moins de diversité, dit moins d'immunité. C'est comme nous, tout simplement, si on mange tous les jours le même aliment, on va faire des carences. Donc ensuite, tout simplement, inutile de paniquer face à une suspicion. Vous suspectez quelque chose, vous observez, vous prenez en note, vous croisez les informations, par exemple, avec ce qu'on vient de vous dire aujourd'hui, mais ou sinon, tout simplement, vous avez plein de documentation qui a été réalisée depuis des années. Donc, il ne faut pas hésiter à croiser vos observations et vos notes avec de la documentation. Et tout simplement, en fait, si vous avez le moindre doute, il faut vraiment pas hésiter à solliciter en fait les réseaux qui sont entièrement à votre disponibilité. Donc, je pense notamment au réseau des GDS, au travers aussi des plans sanitaires d'élevage, vos PSE. Vous avez également en fait des visites TSA. Vous avez également un vétérinaire apicole que vous pouvez contacter. Et puis, pour les régions qui l'ont, vous avez le dispositif OMA. Donc, c'est vraiment faut pas vous sentir seul et démuni par rapport à toutes ces problématiques-là. Vous avez un réseau, c'est à ça aussi qu'on sert. Donc, si vous avez des problématiques, vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera là pour vous accompagner, tout simplement. Et je pense qu'on peut vous remercier de votre attention sur ce webinaire. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Lucien, par rapport à la conclusion. Juste par rapport à l'environnement de la ruche, il y a le changement de cadre que vous avez tous entendu parler, bien sûr, mais voilà, dans les cires s'accumulent aussi beaucoup d'agents pathogènes, donc changer les cadres, c'est aussi diminuer la proportion de pathogènes présents dans une ruche. Donc c'est aussi important de le rappeler, même si c'est quand même souvent rappelé aussi. Et puis peut-être dire une petite présentation comme ça sur les maladies. Alors, bon, il y en a beaucoup, hein, des maladies, et puis il y a des symptômes parfois qui se ressemblent. Ça permet pas forcément de connaître toutes les maladies bien, mais ça peut vous familiariser déjà à les voir, à les revoir, et puis quand on vous enverra le PowerPoint, comme ça, vous avez aussi des quelques photos qui peuvent vous aider à les identifier, quoi. Voilà, moi En tout cas, j'ai. Ouais. merci beaucoup, Lucien, de m'avoir accompagné sur cette présentation. Et puis maintenant, on est disponible pour répondre à vos questions, en tout cas soit dans l'onglet questions-réponses ou dans l'onglet conversation. On est un peu limité par le temps. Juste, je vous préviens et je m'en excuse également. Vraiment, à 19h30, je vais devoir mettre fin à la réunion. Donc, on va essayer de répondre à vos questions du mieux possible, mais on sera limité dans le temps pour cette présentation. Du coup, si tu veux, Lucien, je te lis quelques questions et puis on y répond à deux voix. D'accord, oui. Alors, je n'avais pas vu beaucoup, moi. J'en ai vu une et j'y ai répondu directement. C'était par rapport à Carapis Woody. Euh, un monsieur qui disait qu'en arrachant la tête des abeilles, on pouvait regarder la couleur des trachées. Et donc, j'ai répondu que oui, effectivement, une abeille parasitée aura les trachées très rouge vif, alors que normalement, les trachées sont plutôt blancs laiteux. Euh, cependant, voilà, il est toujours préférable de faire des analyses labo pour avoir la certitude, quoi, le diagnostic exact. Super. Merci beaucoup, Lucien, d'avoir répondu. Euh, on a des remerciements à droite à gauche dans l'onglet questions-réponses. Vraiment, je vous le dis, hein, si vous avez des questions, n'ayez pas peur, il n'y a pas de questions bêtes, hein. On a 15 minutes là pour y répondre, donc n'hésitez pas, hein, on est là, on prendra le temps, il n'y a pas de souci. Donc, lors de l'utilisation des cadres à mâle pour limiter la pression varroa, lors du retrait, je fais un comptage en extrayant les larves ou nymphes du couvain. Question, comme pour les comptages sur l'ange ou bien CO2, quelle est la bonne proportion par phase de couvain pour juger de la pression dans ce couvain? Combien en extraire et quelle quantité de varroa est sujette à l'attention? Merci. Donc là, si je comprends bien la question, c'est dans le cas où, Olivier, vous désoperculez du coup votre couvain de mâle, c'est comment vraiment juger de la pression
parasitaire par l'observation, en fait. Et j'avoue que c'est pas une méthodologie que j'utilise énormément, généralement, en ce qui me concerne, plus sur un aspect visuel. Si je calcule le couvain de mâles et que je vois qu'il y en a énormément à l'intérieur, je me dis que la colonie était bien infestée. Mais sinon, en ce qui concerne les comptages, je fais vraiment plutôt soit du varroa phorétique ou soit des comptages langes. Et là, pour le coup, du coup, on a des seuils auxquels on peut se référer. Je ne sais pas, toi, Lucien, si tu as une réponse que tu pourrais apporter davantage à celle-ci. Non, justement, ouais, j'ai déjà eu la question par un apiculteur qui avait fait du retrait de couvain de mâle et j'avais pas su lui dire exactement une méthodologie. Voilà, donc je vais pas m'avancer non plus. On avait Jean-Luc qui nous précisait que pour le comptage sur l'ange, du coup, 3 semaines. Donc ça, c'est pour vraiment lisser en fait les résultats et que ce soit représentatif. Parce qu'en fait, vous allez avoir des chutes qui vont ne pas être constantes du tout. Pour autant, on en reparlait il n'y a pas très longtemps en groupe de travail varois, bah, notamment avec Lucien. Et c'est vrai que compter 21 jours, ça peut être assez problématique pour certaines personnes qui n'ont pas le temps, le fait de revenir sur les colonies, etc. Parce que généralement, en fait, au bout de 5 à 7 jours, votre lange, il y a beaucoup de dépôts sur ce dernier. Du coup, si vous le laissez plus longtemps, vous allez avoir du mal à le lire. Donc, ça nécessite du coup de revenir plusieurs fois. Donc, on était en train de réfléchir justement au fait de pouvoir lisser les résultats en moins de temps. On n'a pas forcément de réponse miracle, mais normalement, en fait, dans pas mal de protocoles d'observatoire varois, etc., on préconise 10 jours à 14 jours. Là, notamment, il y a un observatoire qui va ressortir, qu'on va essayer de mettre en place au niveau national. Et dans ce cadre-là, si je ne dis pas de bêtises, Lucien, on disait que pour que le comptage en chute naturelle soit pris en compte, on comptabilisait à partir de 5 jours minimum. On ne prenait pas en dessous de 5 jours. C'est ça, pour avoir un minimum de jours et une dynamique de varroa à peu près fiable, quoi. Dynamique de Ouais. chute de varroa, ouais. Ouais. Pour autant, comme le disait Jean-Luc, voilà quoi, c'est pas l'idéal. Après, on a conscience que tout le monde ne peut pas compter pendant 3 semaines d'affilée en fonction des impératifs de chacun. Euh, Une dame qui nous Combien de dit temps que après le traitement contre le varroa faut-il refaire un comptage? Donc, il faut que vous attendiez en fait que le traitement n'ait plus aucune efficacité que ce ne soit pas le traitement qui fasse chuter varroa en fait. Si vous faites par exemple du comptage lange, on préconise 10 jours. Vous pouvez mettre un lange 10 jours après avoir retiré vos lanières si vous traitez notamment en conventionnel. Lucien, tu veux rajouter quelque chose par rapport oui, à ce sujet-là? à ce sujet-là, pour ceux qui feraient de l'engagement, c'est ce que Ouais. nous disait donc une des animatrices, Adeline, en région Aura. Il faut attendre un cycle de couvain, donc au moins un mois, quoi, 21 jours, un mois, pour faire un comptage après un décagement. Parce qu'en fait, après le décagement, tous vos varrois étaient phorétiques. Et dès que la reine reprend sa ponte, tous les varrois vont se jeter dans le couvain. Et donc, si on fait un comptage une semaine ou 10 jours après un décagement, et ben, on ne compte aucun varroa, mais c'est parce qu'ils se sont tous abrités dans le couvain comme ils étaient tous phorétiques, quoi. Il y a plus ce renouvellement, cette alternance de phorésie, de phase phorétique et de varroa en phase de reproduction dans le couvain, quoi. Donc, pour ceux qui seraient du... Ouais. Donc, merci, Quelqu'un ouais, merci de la précision, Lucien. Ouais. quelqu'un qui demande aussi quel est le rythme de renouvellement des cadres dans une ruche? Quel est le taux optimal de renouvellement des cadres dans une ruche? Tu veux répondre? On n'est pas encore très clair là-dessus, justement. Euh, je sais qu'en Pays de la Loire, on est en train de réfléchir justement à harmoniser nos discours par rapport à ces questions qui peuvent revenir assez régulièrement. On n'a pas de chiffres optimal sur lesquels on se met d'accord aujourd'hui, mais grosso modo, on serait à peu près sur 3 à 4 cadres renouvelés par an. En fait, l'idée, c'est
de pas avoir des cadres de plus de 3 ans en fait dans vos colonies. Lucien, tu veux apporter un peu plus de précision? Bah, nous, là-dessus, en Normandie, on est sur 2 cadres par an pour renouveler tous les cadres tous les 5 ans. Mais c'est. Enfin voilà, là-dessus, on n'a pas de. Mais Pas tu vois, d'autres. c'est ça qui est Ouais. drôle, c'est qu'on n'a pas forcément le même Ouais. discours, même interrégion par rapport à ces choses-là. Et tu vois, on parlait aussi de l'aspect, tu disais qu'il y avait des molécules qui se stockaient dans les cires. Et les années où en fait on fait une alternance avec des pyréthrinoïdes, par exemple, c'est des molécules qui se stockent particulièrement dans les cires. Donc en fait, c'est des années où on devrait essayer de renouveler davantage. Ouais. D'accord. Mhm. Mais on n'est Ouais. pas encore, c'est ça qui est drôle, Hmm. interrégion, on n'est pas encore D'accord. parfaitement uniforme sur ces sujets-là. Ouais. Bah, on manque de données aussi, hein, et puis il faut se concerter et puis à un moment donné choisir. Mais ouais. En Ça tout cas, viendra. oui, ça viendra. Pour la réponse, peut-on avoir le diaporama? Il vous sera fourni en format PDF. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de mettre la vidéo en ligne demain, sinon ce sera une semaine plus tard, donc il n'y ait pas d'inquiétude si vous n'avez pas la rediffusion dans les jours à venir. Si j'ai pas le temps de le faire demain, j'ai des impératifs, donc ça prendra une semaine. Une autre question, est-ce que justement avec les ruches Nico et aussi les bâtis cadres plastiques, la fausse teigne se propage moins? Est-ce que tu veux apporter une précision, Lucien? Alors les bâticadres en plastique. Là-dessus, je pense pas qu'elle se propage moins, parce que d'après une expérience personnelle dans une exploitation, ils étaient que en cadre plastique. Ils stockaient ça dans des conteneurs et au printemps, on avait dû enlever carrément tout. Il n'y avait plus de cire en fait sur les cadres. Donc je pense pas qu'ils se propagent moins, mais c'est après mon expérience personnelle, quoi. Je pense pas. Pas pourquoi en fait. Après, les cocons s'attachent moins que sur les ruches bois, je suppose. Voilà, franchement, on retirait. Alors, ce qui était pratique, c'est qu'on garde le cadre, par contre. Le cadre reste intact. Et donc, on peut le remettre tel quel. Elles n'attaquent pas le plastique. Le plastique n'est pas du tout détérioré. Donc, on retire des grappes de filaments et de cocons et on balance tout dans une poubelle. Donc, ça, c'est pratique pour le recyclage du cadre. Mais alors, les cadres étaient vraiment comme neufs, quoi, nettoyés. Enfin, voilà, il n'y avait plus rien, plus de cire. Donc, je ne pense pas que ça ralentisse le développement. Il y a Jean-Luc qui nous précise du coup qu'effectivement, il y a des fiches techniques par maladie qui sont disponibles, hein. Que ce soit sur le site de la FNOSAD, vous avez des fiches techniques, ou encore les divers bulletins ou communications qu'on fait, on aborde souvent en fait ces sujets-là. Donc, en bibliographie propre, lorsque vous cherchez des renseignements sur des maladies, vous allez avoir tout un tas de fiches techniques. Il y a également les fiches de GDS France qui sont disponibles sur ces maladies-là. Et notamment, il me semble que ça fait partie des sujets qui sont travaillés au national de remettre ces fiches-là à jour dans les mois qui viennent. L'enregistrement, du coup, et je le redis, il sera bel et bien disponible et tous ceux en fait qui ont été inscrits tout simplement recevront un petit mail avec le PDF de la présentation plus un lien vers la vidéo YouTube. Alors, il y a un monsieur qui demande, il dit, je n'ai pas trouvé beaucoup de larves, mais ça doit être de varroa, lors du dernier retrait de couvain de mâle. C'était peut-être trop tôt dans la saison, il y avait pourtant du couvain. Je procède demain à un nouveau retrait, je verrai. Y a-t-il un moment à privilégier pour être en pleine dynamique varroa? Merci beaucoup. Je peux répondre? Donc, je t'en prie. Bah, du coup, pour ce qui est du retrait de couvain de mâle, ce qui est bien, donc, comme on l'expliquait, c'est de faire un comptage avant le retrait, donc en sortie d'hiver, pour déjà être sûr que votre colonie a un taux d'infestation qui dépasse les seuils recommandés. Parce que si elle est en dessous des seuils, en fait, vous n'allez pas trouver beaucoup de varroa. Donc la question c'est est-ce que vous avez fait un comptage avant? Et voilà, après, y a-t-il un moment à privilégier pour être en pleine dynamique varroa? Bah, en fait, si on pose en gros son cadre à mâle au début du printemps, donc au 1er avril, quand on a la mielée de colza qui commence avec les premières rentrées de nectar et de pollen, etc.
on est en plein développement du couvain d'abeilles. Donc, en fait, on est en plein développement du varroa, hein, parce que le varroa se développe dans le couvain de l'abeille. Donc, plus ce couvain augmente, plus le varroa aussi, quoi, en proportion. Donc voilà. Le printemps, en fait, c'est vraiment une technique du printemps, donc à mettre en place le plus tôt possible au printemps pour faire baisser la pression le plus tôt possible. On avait d'autres questions, une fois de plus, liées au varroa. Quel traitement contre le varroa lorsqu'il y a du couvain? Donc ça dépend en fait du moment de la saison. En traitement qui est efficace en période de couvain, vous avez le Formic Pro qui est disponible. Après, je fais un petit point de vigilance. C'est un médicament qui n'est pas forcément si simple que ça à utiliser, qui nécessite certaines températures. On en a parlé plusieurs fois en fait dans divers webinaires, mais si vous voulez utiliser ce, ce médicament-là, il vaut mieux contacter directement en fait soit votre vétérinaire ou votre GDSA qui va pouvoir un peu vous aiguiller sur l'utilisation de ce dernier pour vous éviter en fait d'avoir de mauvaises surprises. Après, si vous êtes tout simplement au niveau du traitement d'été, vous avez les traitements longue durée, hein, les traitements du coup sur lanière. Donc, globalement, les traitements à base d'amitrase ou, comme je vous le disais tout à l'heure, de pyrétrinoïdes, donc tofluvalinate ou bien flumétrine. Est-ce que, Lucien, tu veux rajouter quelque chose par rapport au Non, traitement lorsqu'il y a présence de couvain? non, non. Je pense que ça va. On pourra l'aborder peut-être dans un webinaire consacré à ça, parce que c'est vrai que c'est un sujet vaste. Et là, je te laisse la question. Si le traitement antivarrois n'est pas efficace, que faut-il faire? Alors, le traitement d'été, du coup, alors bah, si le traitement d'été n'est pas efficace, faut faire l'idéal en fait le plus simple, hein, la réponse de base, ça serait de dire faire de la bithérapie, faire un acide oxalique en hiver pour faire descendre le taux d'infestation à un seuil tolérable pour que la colonie reparte au printemps euh, débarrassée d'un maximum de parasites en dessous des seuils d'alerte. Si vraiment il y a eu une inefficacité du traitement due à des conditions particulières, une mauvaise application du médicament, ou pour certains médicaments par évaporation dans l'air, une température trop faible, comme l'année dernière, on a eu des températures très basses avec certains médicaments, on a pu avoir des échecs de traitement. Il faut faire un traitement après donc retrait du traitement d'été. Là, ça peut être que des traitements flash et on n'a pas grand-chose à part le Varomède, qui est un traitement flash mais à reproduire donc un nombre de semaines qui peut varier en fonction des chutes. Il faut faire des comptages entre chaque traitement Varomède, mais là, il faut vraiment vous rapprocher de votre GDS parce qu'on ne peut pas développer ça comme ça rapidement, mais il y a le Varomède et puis il y a le Formic Pro en échec de traitement d'été. Je vois pas trop quoi faire d'autre pour sauver une colonie que ces deux traitements flash pour sauver une colonie qui aurait eu un échec de traitement, quoi. C'est Donc, c'est ça qui est quand même vachement compliqué, c'est que, en fait, l'intérêt, c'est potentiellement de compter, en fait, avant votre traitement d'été pour pouvoir adapter ces derniers. Euh, il y a une observation qui a été faite en Pays de la Loire, justement avec Jean-Luc de la SAT 49 et puis également Gérald de Terville, qui est vétérinaire titulaire d'un DIE chez nous en Maine-et-Loire, et également Thomas Frélon, qui est un apiculteur professionnel chez nous. Et en fait, concrètement, ils ont réfléchi au fait d'adapter en fait les itinéraires techniques de traitement en fonction justement de l'infestation détectée. Et on parlait justement du fait de coupler un traitement flash avant le traitement longue durée. Donc là, Lucien en parlait tout à l'heure, ça peut être justement un traitement au Formic Pro ou encore un dégoûtement histoire de réduire légèrement la pression parasitaire, même si celui-ci serait efficace qu'à 40%. La problématique que vous allez avoir, en fait, si votre traitement d'été n'est pas efficace,
c'est que vous allez vous retrouver tard en saison. Donc, même si vous faites un traitement complémentaire à ce moment-là, si vous avez une infestation parasitaire qui est très importante, bah, potentiellement, vos abeilles d'hiver, elles sont déjà touchées et du coup, bah, il est peut-être déjà trop tard. Donc, même si la colonie s'effondre pas tout de suite, c'est pas dit qu'elle va pas s'effondrer en fait en attendant le printemps suivant. Donc ça, c'est une problématique qui est vachement délicate et il vaut mieux en fait compter avant le traitement d'été pour adapter. Et si le traitement n'est pas efficace, malheureusement, il faut essayer de réagir assez vite, de resserrer la colonie. Il y a plusieurs possibilités, mais on est quand même un petit peu limité en vue de la saison. Euh, une dame qui repose la question pour les cadres à mâles, la désoperculation, quel nombre de varrois, le taux, etc. Donc en a déjà répondu, et on n'a pas de chiffre exact. J'ai regardé sur Veto Pharma, ils indiquaient de désoperculer 200 nymphes de faux-bourdons, et de compter le nombre de varrois. Et alors, le résultat, donc, je vous le retrouve. Ça, c'est donc Veto Pharma, hein, qui le. Euh, je regarde, désoperculation de couvain de mâle. Donc, on désopercule 200 cellules à l'aide d'une griffe. On compte le nombre de cellules infestées sur les 200 prélevées. Vous obtenez alors le pourcentage de cellules infestées. Mais on n'a pas de seuil, ils n'indiquent pas de seuil. Cette méthode est surtout utilisée pour observer la présence de varroa de manière globale. Toutefois, elle ne vise pas à donner un résultat précis. Elle est également assez destructrice et chronophage. Donc voilà, ils ne s'avancent même pas sur des seuils ou quoi. C'est vraiment constater globalement la présence importante ou non de varroa dans son couvain de mâle, quoi. Et du coup, on va bientôt clore les questions, mais en fait, on avait la chance aussi d'avoir Samuel Boucher avec nous, qui est également vétérinaire titulaire d'un DIE en Vendée, et qui nous dit qu'effectivement, bah, il y a des très bons livres en fait qui sont disponibles sur les maladies. Et notamment, Samuel en a écrit un qui s'appelle Maladie des abeilles de Samuel Boucher. En fait, on a notamment utilisé en fait en partie bah, ce livre pour vous faire cette présentation. Donc, il me semble, toi, Lucien, que tu l'as disponible aussi au GDS. Oui, Euh, donc, effectivement, il y a aussi de la très bonne documentation sous forme de livre. voilà. Euh, Bah après, je pense qu'on va pouvoir à peu près conclure. Moi, je peux malheureusement pas trop dépasser. Euh, Donc, en tout cas, je te remercie, Lucien, bah, pour cette co-présentation. C'est toujours sympa de faire ça avec toi. Et puis, merci à tous les participants de vous intéresser tout simplement à la santé de vos colonies et qu'on continue à progresser ensemble en ce sens. Et du coup, tout simplement, le webinaire, comme je vous le disais, sera redisponible sous forme de rediffusion dans les jours à venir. Et puis, vous aurez accès également au PDF. Et puis, si vous avez la moindre question, notamment pour les adhérents de la Normandie ou les adhérents en Pays de la Loire, Lucien et moi, on est disponibles hein, pour répondre à vos questions après le webinaire. Oui, ben merci à toi, Alexandre. Et merci à vous Eh tous bien, d'avoir participé.